peux même pas imaginer au niveau de la scolarisation des filles qui ont été empêchées d'être scolarisées, qui aujourd'hui maintenant sont empêchées de pouvoir accéder au monde du travail. C'est-à-dire qu'on met à une mort sociale l'ensemble de cette communauté. D'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue juridique, on n'est pas des citoyens comme les autres. Et aujourd'hui, nous, on s'inscrit dans la lutte qui a été menée par nos frères et nos sœurs de l'étoile nord-africaine, qui a été menée par nos frères et sœurs qui ont mené la marche dans les années 80, avec toutes les bonnes actions et tous les défauts qui ont lieu dans ces luttes. Ces luttes-là, pour nous, sont des inspirations. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les témoins de cette lutte que nous souhaitons mener pour l'abrogation des lois islamophobes et pour dire que l'islamophobie, ça suffit. Et on ne laissera plus passer aujourd'hui ces lois islamophobes. Ça suffit. Islamophobie, 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 ça suffit. Je vais maintenant pas tarder à passer la parole aux militants de la campagne Ali et aussi aux militants d'organisations qui luttent aussi contre l'islamophobie et qui nous rejoignent sur ces revendications de la campagne Ali. Les revendications de la campagne Ali sont éminemment politiques. Notre but à nous n'est pas de faire du service juridique. Notre but à nous, il est de mener le combat jusqu'à l'abrogation de toutes ces lois islamophobes. La loi de 2004 est une bête immonde dont les tentacules s'étendent partout. Et il est temps pour nous de s'attaquer à la bête et de la battre. Et nous la battrons, Inch'Allah, cette bête. J'ai l'honneur de vous introduire l'ensemble des militants de la campagne Ali. Et le premier, je vous dis rapidement un petit peu les différentes interventions qui vont avoir lieu. Tout d'abord, on va commencer sur une intervention au sujet de l'islamophobie coloniale qui va nous être faite par le frère Youssef. Ensuite, Sabrina va continuer sur l'autonomie et la fraternité. Ah pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Leïla qui va nous faire, Leïla qui est du comité de la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qui va commencer pour nous faire un état des lieux, un bilan des 10 ans d'islamophobie qui ont eu lieu en France. Ensuite, Youssef va continuer sur l'islamophobie coloniale. Ensuite, on va donner la parole à Sheima, ici présente, qui va nous faire un point sur le féminisme et la lutte contre l'islamophobie. Ensuite, il va y avoir les intervenants. Il va y avoir Youssef Brakni qui est ici, qui est militant du GAB, le groupe des associations de Bagnolet. Et ensuite, Omar Soumi qui va intervenir au sujet de l'islamophobie en France et en Palestine. Et il aura beaucoup de choses à nous dire. Ensuite, on donnera la parole à Sabrina qui est militante de la campagne Ali, qui va nous faire un point sur l'autonomie et la fraternité chez les musulmans. Et ensuite, on va donner la parole à Kevin. Et ensuite à Jamel qui va nous faire un point sur le référentiel islamique. Parce que nous, on revendique et on assume pleinement le fait d'utiliser le référentiel islamique. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas à certaines personnes, mais il faut nous comprendre. Parce que c'est l'islam qui a été touché à travers l'ensemble de ces lois. Et le référentiel islamique, c'est ce référentiel-là qui nous donne du sens. Et c'est à travers ce sens-là que nous, on souhaite articuler notre lutte pour l'abrogation des lois islamophobes. Barakallahu fikum. شكرا بارك الله فيك شكرا Verrouille et mets ça dans ma poche. Salam alaikum, bonjour à tous. Alors je me présente, Leïla, présidente de l'antenne de la coordination contre le racisme et l'islamophobie en Ile-de-France. Voilà, alors le CRI a souhaité rejoindre la campagne Ali, donc la campagne abrogation des lois islamophobes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous n'en sommes plus au fait de combattre les effets de ces lois, mais directement de combattre les lois en elles-mêmes, de les abroger. Alors c'est en cela justement que nous rejoignons la campagne Ali. D'ailleurs, mon travail au sein du CRI m'a permis de m'apercevoir et d'entendre plusieurs histoires en fait, d'islamophobie de plusieurs personnes, manifestement, enfin particulièrement des sœurs, c'est celles qui sont le plus touchées par ce fléau. Donc nous les avons accompagnés juridiquement
psychologiquement, moralement, pour qu'elles puissent faire déjà valoir leurs droits, mais aussi connaître leur histoire. Donc, pour en revenir aux faits, ça fait déjà donc 10 ans que cette loi de 2004 a été votée. C'est une loi qui interdit aux jeunes femmes de porter le voile à l'école. Ça fait 10 ans. Et alors, très bien. Ces dernières années, nous avons essuyé un bon nombre de propos islamiques. Monsieur, vous pouvez partir, s'il vous plaît. Alors, ces dernières années, nous avons essuyé un nombre considérable de propos islamophobes, des propos islamophobes qui nous viennent directement des hautes sphères de l'État. Donc, nous avons eu Monsieur Manuel Valls qui ne s'est pas gêné, qui n'est pas en reste à ce niveau-là. Concernant les propos islamophobes, qui a même été jusqu'à cataloguer la femme musulmane de problème, comment dire, alors que je me souvienne bien de ses propos, un danger à combattre. Voilà, wow. C'est tellement impressionnant qu'on a du mal à le retenir. Donc un danger à combattre, donc vous êtes un danger à combattre pour Monsieur Manuel Valls. Donc en cela, excusez-moi, c'est assez compliqué de faire les deux à la fois. Alors en cela, il faut dire une chose, c'est que déjà, Manuel Valls n'a pas parlé de la femme voilée en elle-même, mais du voile. Donc d'une certaine façon, l'a déshumanisée, l'a chosifiée, de façon à pouvoir la soustraire à tout éventuel soutien lorsqu'elle sera victime de stigmatisation, d'agression, comme on peut le voir actuellement et bien souvent. Alors, et on peut le voir d'ailleurs particulièrement depuis que la gauche est au pouvoir, la femme musulmane est devenue une cible idéale. Elle est devenue une cible idéale et donc depuis la loi de 2004, on a quand même eu plusieurs lois qui en ont découlé. On a eu la loi donc en 2011 qui est contre le niqab, qui interdit aux femmes justement d'avancer le visage découvert dans la sphère publique, mais également en 2012 la circulaire Châtel qui interdit aux femmes, mamans, d'accompagner leurs enfants et donc de leur interdire une partie de leur scolarité, une partie pardon, de l'accompagnement, une partie de la vie de leurs enfants en tout cas. Voilà. Donc comment ça s'exprime tout ça? On a déjà des jeunes femmes qui sont obligées de se dévoiler avant d'entrer au lycée. On en a ici beaucoup, je pense. On a également des femmes qui sont obligées de laisser leurs enfants aux mains d'autres parents parce qu'elles ne peuvent, à cause de ces voiles, les accompagner. On a également des femmes qui se voient obligées également de retirer ce voile qu'elles portent sur le visage. Pourquoi? Parce que l'État leur dit, encore une fois, l'islam est stigmatisé systématiquement et surtout, une chose qui est très importante et qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, justement, l'État français se permet de prendre sous tutelle l'islam, lui dicte ce qu'elle doit et ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'elle ne fait avec aucune autre religion. Alors, on a des réactions de plus en plus violentes de concitoyens. On a pu se rendre compte que plusieurs personnes ont été agressées ces derniers temps. Et ce n'est, j'ai envie de dire, qu'une réaction logique aux propos de nos médias, aux propos de nos politiques. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de la laïcité. Donc cette laïcité, je ne vous apprends rien, qui a été déformée, une laïcité qui est censée normalement nous accorder à tous, à tout à chacun, la liberté de culte, et qui au nom de cela nous interdise de simplement vivre notre spiritualité. Alors il faut savoir une chose, encore une fois, qui est très importante, c'est que la France aujourd'hui ne respecte plus rien. Elle ne respecte même plus ses propres lois. Elle ne respecte même plus les droits de l'homme, puisque ces lois vont complètement à l'encontre. Et c'est une dimension à prendre en compte, puisque souvent on nous demande de respecter la loi, à savoir d'enlever le voile, mais il faudrait que la loi respecte la loi. Alors, on peut aisément ici parler de racisme institutionnalisé qui rappelle les heures les plus sombres de la France. Donc,
ça a été donc un État qui a choisi de faire du voile sa priorité en termes de bataille. Également, on a une France qui rencontre de grands problèmes, mais qui se cache derrière le voile pour les noyer. Alors on a très clairement des citoyens qui aujourd'hui suffoquent sous le poids de la pauvreté qui les prend à la gorge. On a également des prestations sociales qui implosent, le chômage qui explose. On a des SDF qui se battent des bouts de trottoir. On a aussi des files d'attente pour les aides alimentaires. On a aussi l'éducation des enfants qui tombent en ruine. On a également le travail stable, les CDI, qui sont juste devenus un mirage actuellement. On a le monde carcéral qui est devenu complètement inhumain. Et pour finir, on a une justice aujourd'hui, on a pu le voir sur plusieurs affaires récemment, qui deviennent une justice qui est sous tutelle politique, donc qui obéit aujourd'hui aux politiques. On a pu voir cela avec la crèche Babilou, justement, l'histoire de la crèche Babilou. Donc, mais avec tout cela, la seule chose qui monopolise encore les sphères politico-médiatiques, c'est simple, c'est le voile, c'est la femme musulmane qui souhaite tout simplement vivre en toute dignité, avec ses semblables, et qu'on puisse lui accorder tout simplement son droit le plus fondamental qui est sa liberté. Déjà de se vêtir comme bon lui semble, mais également de pouvoir être un être humain et d'être considéré par les hautes sphères, puisqu'aujourd'hui le souci, on l'a dit précédemment, mon collègue l'a dit précédemment, je l'ai dit aussi moi-même, tout cela vient donc de plus haut, et quand la politique quand les politiciens nous donnent l'autorisation de mettre à l'index une minorité, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit justement persécutée. Alors, pour finir, la politique doit changer. Elle doit changer obligatoirement aujourd'hui. Pourquoi? Déjà d'une, parce que la France est en train de salir son image dans le monde entier. Et de deux, parce que sinon bientôt, le slogan liberté, égalité, fraternité se devra d'être remplacé par hostilité, inégalité, inimité. Merci. Islamophobie, ça suffit. 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 Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'islamophobie ici qui est vécue par la communauté musulmane, on ne l'inscrit pas sur le territoire national. Et pour nous, elle a une dimension qui est beaucoup plus grande et qui s'étend à travers le monde arabo-musulman, le monde musulman aussi. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui, pour des raisons qui n'ont pas été clairement justifiées, se sont retrouvées à Guantanamo. D'autres qui se sont retrouvés dans des flous juridiques, dans des trous noirs juridiques, et qui ont été torturés, qui ont subi l'islamophobie, mais d'une manière violente, et avec l'aval et avec l'accréditation de l'État français. Il y a aussi cette islamophobie qui a été présente pendant la lutte de libération en Algérie et qui est aujourd'hui présente en Palestine. Et nous, cette lutte contre l'islamophobie, on ne souhaite pas uniquement l'inscrire sur le territoire national, mais l'inscrire dans une dimension beaucoup plus large et internationale. Et c'est à ce titre que je vais donner la parole à Youssef qui nous fait le plaisir de nous parler de l'islamophobie coloniale. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais parler juste un point rapide sur la dimension coloniale de l'islamophobie, parce que l'islamophobie, elle n'est pas née, comme certains veulent nous le faire croire, un certain 11 septembre 2001, lorsque il y a deux avions qui se sont écrasés contre des tours. L'islamophobie, elle a une longue histoire dans ce pays, notamment en France, puisque pendant 132 ans, la France, l'État français a mené une politique islamophobe en Algérie. Au moment de la conquête, en 1830, la France a détruit des mosquées, aussi bien à Alger que dans les autres villes d'Algérie.
la France a combattu la langue arabe. Elle a déclaré en 1934 que la langue arabe était langue étrangère en Algérie, puisque c'était seul le français qui était la langue autorisée. Contre cette politique aussi, dans cette politique d'islamophobie d'État menée par l'État français, la loi de 2005, donc sur la séparation des cultes et de l'État, a été appliquée à toutes les religions en Algérie, au judaïsme, au protestantisme, au catholicisme. Elle n'a pas été appliquée à l'islam. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été appliquée à l'islam? Tout simplement parce que ça permettait à l'État français de contrôler les lieux de culte et de contrôler les imams qui prêchaient à l'intérieur pour qu'ils n'incitent pas la population algérienne à la révolte. D'accord? Contre cette non-application de la loi de 1905, en Algérie, le mouvement national, dans toutes ses composantes, s'est mobilisé afin que l'État français ne mette pas ses tentacules sur les mosquées et sur les lieux de culte. Ça a notamment été le combat de l'association des Ulema, présidée par Cheikh Ben Badis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce rassemblement est fait avec le soutien de l'association des Ulema algériens qui a appuyé ce rassemblement. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Cette lutte contre l'islamophobie d'État, elle a eu une dimension très importante dans la lutte de libération nationale, puisqu'elle a permis de mobiliser largement la population, pas uniquement contre l'islamophobie, mais aussi contre l'ensemble de la politique coloniale qui ne s'est pas contentée de voler les terres et de tuer le peuple, mais qui a aussi aliéné les esprits. C'est pour ça que dans la déclaration du 1er novembre 1954, dans son premier article, il est dit que l'État algérien sera démocratique et social dans le respect des principes islamiques. Face à cette islamophobie coloniale,